Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable, et pour autant florissante. Et ce, en partageant les aventures d'experts éclairés qui bousculent les idées reçues et œuvrent au développement des entreprises. Également de leaders bienveillants et optimistes qui s'interrogent, se challengent, se trompent aussi, se dopent à la croissance et sont d'éternels créateurs d'opportunités pour leurs équipes, leur entreprise et leur environnement. L'objectif, vous inspirer, vous donner des idées, vous faire partager les coulisses de ces expériences. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bas, vice-président de Havas Paris. Mais pas que. Olivier est aussi professeur à la Sorbonne, auteur et un conférencier très apprécié. Pas donneur de leçons, il ne donne pas non plus dans la langue de bois. Il a une vraie curiosité qui l'a poussé à explorer et nourrir ses convictions qu'il se plaît à partager, avec beaucoup de pragmatisme et je dois dire un certain talent. Clairement, il donne envie, et ça tombe bien, c'est le cœur de son sujet. Avec Olivier, nous avons donc parlé d'envie, de culture, de digital, de génération Y, de l'entreprise de demain. Mais je vous en dis pas plus et je vous propose de l'écouter. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous œuvrez donc depuis de nombreuses années à une entreprise plus épanouissante et florissante, aussi bien dans votre rôle de conseil. Vous êtes aussi professeur à la Sorbonne, vous êtes écrivain, vous avez écrit 2 ouvrages, L'envie, une stratégie, donc quand l'enthousiasme stimule la performance de l'entreprise, et Like ton job, un guide pratique pour vivre avec bonheur la transformation digitale. Vous dites, quelque part, vous prenez une approche dans laquelle vous conjuguez le management par le plaisir, la communication empathique et tout ça au service d'une entreprise performante. Qu'est-ce qui vous anime ? Alors, plusieurs choses m'animent. D'abord, le plaisir, bien évidemment. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais parce que ce sont des choses qui me font vibrer. La deuxième chose, c'est le partage. J'adore l'idée de transmettre, de faire réfléchir les gens, de les amener à grandir. Voilà. Donc c'est plaisir, partage, c'est deux mots très forts. Et performance, c'est les 3 P, plaisir, partage et performance. Parce que je suis convaincu qu'on peut, dans notre société, dans nos entreprises, inventer une performance à visage humain. Et je pense qu'il ne faut pas dissocier les deux, bien au contraire. La performance et le plaisir sont faits pour vivre ensemble. Si je reviens sur votre premier ouvrage, donc L'envie, une stratégie, que vous rééditez d'ailleurs, donc tout le monde peut se le procurer facilement. Vous parlez de l'envie comme un puissant levier d'engagement, un vecteur de différenciation et de performance durable. Comment est née cette conviction ? En fait, ça fait presque 30 ans maintenant que j'accompagne les entreprises. Et en fait, on est face à un phénomène assez bizarre, paradoxal. C'est que je crois que les entreprises n'ont jamais autant investi dans la ressource humaine. En formation, les risques psychosociaux. Donc c'est des sujets qui aujourd'hui sont au cœur des politiques d'entreprise. Et dans le même temps, quand on regarde les baromètres, les enquêtes de satisfaction, on s'aperçoit que les salariés, les collaborateurs français n'ont jamais été aussi désengagés. Et donc il y a une espèce de paradoxe absolu. Les boîtes investissent sur la ressource humaine, et les hommes et les femmes dans l'entreprise sont désengagés. Donc c'est ça, mon point de départ. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui explique ce désengagement ? Et très rapidement, donc je me suis intéressé à toutes les théories, à toutes les méthodes qui existent aujourd'hui sur comment on crée de l'engagement dans l'entreprise, parce que je suis convaincu que c'est l'engagement qui fait la performance. Et je me suis aperçu qu'il y avait un sujet qui était pas ou très peu traité, qui était la dimension des émotions. Et c'est-à-dire que toutes les approches sont très rationnelles, au sens où on considère que l'homme réfléchit à tout ce qu'il fait et son engagement est toujours le produit d'un rapport entre un effort et une récompense, et que si la récompense est bonne, l'effort est important. Or, il y a une dimension émotionnelle qui est essentielle, qui fait que les individus qui sont contents d'aller bosser, qui ont le sentiment d'être utiles, qui se disent qu'ils participent à un projet enthousiasmant, ça génère une énergie extraordinaire liée aux émotions, et ça participe de la performance. Voilà, c'était vraiment ça le point de départ du premier bouquin. Et comment vous la générez, cette émotion ? Ou comment vous la laissez s'exprimer ?
C'est tout à fait ça. D'abord, c'est la laisser s'exprimer. En fait, les émotions n'ont pas vraiment bonne presse dans l'entreprise. Moi, je manage des équipes. Comme tout le monde, quand je me retrouve avec quelqu'un dans mon bureau qui pleure, je suis totalement démuni. Je ne sais pas comment gérer ça. Quand dans une réunion, j'ai un collaborateur qui monte dans les tours et dont je vois bien qu'il est en colère, je suis un peu démuni. En tout cas, j'étais un peu démuni. Donc la première chose, c'est de se dire que les émotions font partie de notre vie et que dans l'entreprise, ils doivent pouvoir s'exprimer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut comprendre d'où ça vient pour arriver à les réguler. Je travaille de plus en plus avec de très grandes entreprises, Novartis par exemple, qui m'a demandé de monter tout un programme d'ateliers pour les managements sur la régulation des émotions, et non pas le management par les émotions, mais le management des émotions, ce qui est tout à fait différent. Il y a des gens qui managent par les émotions, vous voyez, qui soufflent le chaud et le froid. Ça, je pense pas que ça soit la bonne façon de faire. Moi, je parle bien de manager les émotions, c'est-à-dire les faire s'exprimer, les comprendre et les réguler. Par exemple, il faut savoir que l'émotion la plus dominante dans les entreprises, c'est la peur. Pourquoi ? Parce qu'à peu près toutes les boîtes sont en transformation. Et la transformation, ça fait naître un sentiment de danger qui file la frousse aux gens. Les gens sont inquiets sur leur avenir, sur leur devenir, sur ce qui va arriver, etc. À tel point qu'ils sont tellement craintifs qu'ils ne regardent leur entreprise qu'avec ce prisme-là, et quoi qu'il advienne, tout devient source d'inquiétude. Et par exemple, dans la manière de réguler cette émotion qui est la peur, moi, j'utilise un petit outil très simple et qui marche vachement bien, qui est l'échelle de la peur. Vous connaissez l'échelle de la douleur qu'on utilise dans le monde médical pour demander à quelqu'un d'objectiver sa douleur de 0 à 10. Mais moi, je fais la même chose avec la peur. C'est-à-dire quand les gens, j'explique au manager que quand il sent dans son équipe des gens qui sont un peu craintifs, qui sont inquiets, de les faire s'exprimer là-dessus, et surtout de leur dire, mais si tu dois coter cette peur de 0 à 10, tu la coterais combien au sens des impacts que ça peut avoir sur toi, sur ta vie. Et on s'aperçoit qu'en faisant ce petit exercice, la plupart des gens vont coter leur peur entre 0 et 4. Et ça permet tout de suite de reparler du sujet en le dédramatisant et en ramenant l'inquiétude à sa juste valeur, c'est-à-dire à quelque chose de normal, parce que nous sommes des êtres humains qui éprouvons des inquiétudes, mais de la contenir pour qu'elle ne vienne pas biaiser la performance. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que les gens qui ont peur, par exemple, qui sont dans la crainte, dans la perte de confiance d'eux-mêmes, je pense qu'ils perdent à peu près la moitié de leur potentiel intellectuel. C'est-à-dire que les émotions bloquent les processus mentaux. Et on s'est tous retrouvés dans cette situation où on est en train de faire une tâche, et à un moment donné, on perd pied. On commence à s'inquiéter, on se dit je vais pas y arriver, c'est trop difficile, et notre mécanisme de réflexion est bloqué par notre état émotionnel. Donc arriver à réguler ces émotions, c'est permettre à nos équipiers d'utiliser 100% de leur potentiel intellectuel. Très intéressant. Et quel est pour vous le rôle de la culture de l'entreprise ? Est-ce que vous agissez plutôt sur une équipe, sur un contexte ? Ou est-ce que vous essayez d'agir sur la culture ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, c'est partagé. Un élément important de la culture, justement, c'est quelque part de pouvoir, je dirais pas diminuer cette peur, mais en tout cas créer un climat, vraiment créer des conditions de confiance qui permettent aussi d'être vulnérable. Et donc qui créent les conditions pour quelque part je puisse laisser m'exprimer mes émotions, mais aussi avancer justement sans crainte et vraiment libérer mon potentiel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je considère que la culture, c'est effectivement très, très, très important. D'abord, qu'est-ce que c'est que la culture ? Parce que la culture, c'est un mot, on y met plein de choses. Et la culture, moi, je le définis très simplement. C'est l'ensemble des croyances, des us et coutumes, des rites et des règles implicites qui régissent le mode de fonctionnement de l'entreprise et surtout qui conditionnent les relations, que ce soit les relations managériales, que ce soit les relations entre collègues ou que ce soit les relations avec les clients. Donc c'est un truc, la culture, qui est invisible et omniprésent. Avec un truc redoutable, quand moi j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets culturels, un truc redoutable, c'est que la culture
quand quelqu'un arrive dans une entreprise, très rapidement, il ressent ce que c'est que cette culture et il va, même si elle ne correspond pas profondément à sa personnalité, il va l'endosser, il va la faire sienne selon le mécanisme de ce qu'on appelle la désirabilité sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe, vous avez besoin de vous sentir appartenir au groupe et de ne pas vous sentir rejeté par le groupe, donc d'être désirable. Et donc, vous pensez que pour être désirable, il faut prendre les codes qui régissent les fonctionnements du groupe. Et il se passe un truc redoutable, c'est que plus la culture est prégnante, plus le temps pour que les jeunes embauchés, par exemple, deviennent totalement acculturés est court. Il y a des entreprises dans lesquelles j'interviens, où je fais notamment des diagnostics culturels, je parle avec des jeunes embauchés qui ont 3 mois de boîte, et ils sont déjà totalement dans le moule de la culture. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à cette question de la culture, c'est que la culture, c'est compliqué parce que c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre d'une dynamique collective, c'est-à-dire que je vois faire les autres, dont je reproduis. Mon chef se comporte comme ça et il est chef, donc quelque part, en me comportant comme ça, demain peut-être que je deviendrai chef. Hein. Là, on est plutôt dans la reproduction des classes de Bourdieu, hein, où les classes dominantes ont des comportements et les classes qui sont en dessous reproduisent ces comportements pour accéder à cette classe. Donc, c'est à la fois quelque chose de très collectif et en même temps, c'est très individuel parce que finalement, c'est un choix personnel de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses. Donc, la culture, très important, et je pense qu'aujourd'hui, dans la transformation que vivent les entreprises, qu'on appelle transformation digitale, on oublie que la seule vraie transformation auquel sont confrontées les entreprises, c'est une transformation culturelle. On parle beaucoup de culture digitale, par exemple. Moi, je pense ça veut rien dire la culture digitale. Je pense qu'il y a des transformations culturelles dans un monde digital. C'est-à-dire que le monde digital d'aujourd'hui, il est caractérisé par quelques éléments assez structurants. La vitesse. On est dans un monde de la vitesse. On est dans un monde de la vitesse. Pourquoi ? Parce que le consommateur est pressé. Il y a une étude qui a été faite dernièrement sur les startups qui marchaient le mieux. Et on s'est aperçu que dans les startups qui marchaient le mieux, c'est-à-dire dans les business se développaient le mieux, elles apportaient tous une réponse à la question de la vitesse. Faire vite quelque chose que j'aime, hein, accéder rapidement à quelque chose que j'aime, ou faire vite quelque chose de déplaisant. Pourquoi le e-commerce fonctionne bien ? C'est parce que très honnêtement, vous comme moi, on n'a pas envie d'aller se balader dans un supermarché avec un caddie. Et donc cette tâche qui n'est pas une tâche plaisante, on a envie de s'en débarrasser rapidement. Ou au contraire, quand j'ai envie de m'acheter une nouvelle paire de chaussures, je veux vite accéder à ça, à une offre pléthorique, donc la vitesse. La première caractéristique, c'est la vitesse. La deuxième, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où ce qui ne vient pas d'être inventé est déjà vieux. Et la troisième, c'est qu'on a bouleversé le rapport à l'expertise et donc à l'autorité qui était reliée à l'expertise. Pourquoi ? Parce que les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, que ça change en permanence et donc il faut remplacer l'expérience par l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que c'est ce qui nous a construit dans le passé qui nous permettra de conquérir le futur. Et ça, ce sont des éléments de culture, notamment de culture managériale. Je reprends l'exemple de l'expertise et de l'expérimentation. L'expérimentation, c'est dire à ses équipiers, quand je suis un manager, osez, essayez, allez-y. Vous allez peut-être vous planter, c'est pas grave. C'est pas grave parce que si justement on transforme notre erreur en source d'inspiration, on pourra corriger. C'est la méthode test and learn que nous enseignent les startups qui sont dans des boucles courtes. Mais ça veut dire qu'il faut essayer, corriger, essayer. Mais ça, managérialement, c'est une révolution. Parce que dans notre culture, il faut pas se tromper. On doit faire bon du premier coup. Donc ça amène un changement de culture managériale. Le rapport, par exemple, à l'innovation. N'oublions jamais que l'innovation, ce n'est rien d'autre que l'inventivité des femmes et des hommes qui travaillent dans l'entreprise. Et l'inventivité, c'est le fait de se sentir autorisé à prendre des initiatives, à avoir des idées. Si je suis dans un management qui finalement me dit « écoute, c'est comme ça et pas autrement », si je suis pire dans un management paradoxal qui me dit « prends des initiatives mais surtout pas de vagues »,
Comment voulez-vous que je prenne des initiatives et qu'en même temps, je respecte toutes les règles? Ça ne marche pas. Donc là encore, c'est un changement culturel. Donc je pense que un des facteurs clés dans la transformation des entreprises dans ce monde digital, c'est de changer leur culture. Et notamment la culture managériale, parce qu'elle est très structurante. Mais vous parlez là d'une culture uniforme ou d'une culture personnalisée par rapport à quand même l'histoire de l'entreprise? Moi, je ne crois pas à la culture uniforme. Je pense qu'effectivement, je pense quand même qu'il y a des traits culturels communs. Je fais souvent le parallèle avec la culture française. La culture française, il y a quelques traits culturels communs qu'on va retrouver dans notre gastronomie, qu'on va retrouver dans notre littérature. Ça ne veut pas pour dire autant dans notre gastronomie qu'on va manger tout le temps la même chose dans tous les restaurants où on va aller. Mais il y a des traits culturels communs. Donc oui, il faut des traits culturels communs à ce monde digital, et en même temps, c'est vrai que c'est l'histoire de l'entreprise, c'est la personnalité de ses dirigeants, ça c'est très important, qui font que cette culture, elle va être adaptée à ce qu'est l'entreprise et aussi au marché sur lequel elle opère, où est-ce qu'elle veut devenir. Du coup, je vais rebondir sur votre deuxième livre, Like ton job. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, donc vous parlez, oui, de la transformation digitale, mais beaucoup plus justement de cette transformation culturelle, mais aussi, vous passez un message qui est en gros, plutôt que de la subir, faisant une opportunité. Et rebondit, et vous donnez beaucoup de pistes pour avancer. Et c'est vrai qu'en général, les ouvrages sur le digital nous disent plutôt comment est-ce qu'il faut dérouler le digital. Donc pourquoi ce parti pris d'avoir voulu faire un ouvrage disruptif sur le digital, finalement, qui nous invite à en faire une opportunité pour chacun? Juste une petite chose sur ce bouquin, ça m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait, il fait un tabac, au-delà de ce que je pouvais espérer. Et il fait un tabac, pourquoi? Parce que la blogosphère digitale s'en est emparée. Et j'adore l'idée que le digital fasse la promotion du papier. Cette idée me ravit. Il y a énormément de sites, un truc qui s'appelle French Web, par exemple, que je connaissais pas, qui par exemple, 800 000 personnes qui les regardent, qui ont fait des reportages, qui sont venus m'interviewer. Donc, en fait, la blogosphère digitale s'en est emparée. Et ça m'a fait dire que j'avais touché un sujet, qui était un vrai sujet. Parce que les gens dont le métier et le digital s'en sont emparés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, par rapport à cette question de opportunité ou risque, qu'est-ce que vous faites avec le digital, c'est que je suis convaincu d'un truc, c'est que c'est un changement culturel. Donc c'est en partie un changement de mindset, c'est-à-dire de manière de penser. Qui, mieux que soi-même, peut se changer? Et donc, vous ne pouvez pas demander à un tiers extérieur de venir opérer votre révolution culturelle. Ça me paraît complètement paradoxal. C'est Barjavel qui disait « on ne peut pas se tirer en se soulevant par les cheveux ». Et bien dans le cas présent, je crois que oui, il faut se soulever en se tirant par ses cheveux. C'est-à-dire que si ce n'est pas nous-mêmes qui prenions en main notre transformation culturelle, ça ne marchera pas. Et donc l'idée de ce bouquin, c'est ça, faites votre révolution. Et en faisant votre révolution, vous pourrez participer à la grande révolution digitale. D'accord. Vous avez dans ce livre, vous avez le sens de la formule, parce que je l'ai dit en introduction, mais vous travaillez chez Havas, et vous n'êtes pas dans la publicité, mais vous avez quand même... Donc je vais reprendre deux formules. Le changement, ce n'est pas le début de nos ennuis, mais la fin de notre ennui. Demain est incertain. Voilà, donc je conseille à chacun de lire le livre, parce que rien que pour s'inspirer. Et sinon, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, et j'avais une question. Comment est-ce que... Donc voilà, le changement, c'est à chacun de l'enclencher. Comment est-ce que vous traduisez ça quand vous intervenez en entreprise? Est-ce que vous allez travailler avec le management donc pour transformer, mais est-ce que vous allez rencontrer les collaborateurs et aussi leur passer ce message? Alors oui, je travaille pas qu'avec les dirigeants. Je travaille à peu près avec toutes les strates dans l'entreprise. Là, je prends l'exemple. Je suis en train de travailler sur la fusion de deux boîtes. Ce sont deux boîtes assez importantes. Donc, je fais un diagnostic culturel avec une idée assez simple. Je ne sais pas si vous le savez, mais 85% des fusions d'entreprises échouent pour des raisons humaines. Les motifs sont souvent les mêmes. C'est des garde-chefs ou des incompatibilités culturelles.
C'est-à-dire des cultures qui n'arrivent pas à se marier. Quand vous avez une boîte qui est dans une culture du contrôle et dans l'autre dans une culture de la responsabilité, vous imaginez ce que ça peut faire quand vous essayez de mélanger. Il y a ceux qui disent on va y aller, puis ceux qui disent non, on va attendre un ordre. Donc à un moment donné, ça crée de l'immobilisme. Et donc je fais un diagnostic culturel pour arriver à identifier ce que sont ces deux cultures et comment on peut les marier pour fabriquer une culture qui soit 1 + 1 = 3. Je rencontre, là je suis en train de faire des entretiens avec tous les membres du COMEX, mais je rencontre bien évidemment, on fait des focus group avec des managers et on rencontre des collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun, là où il est dans l'entreprise, est à la fois producteur de la culture et consommateur de cette culture. Et penser que seuls les dirigeants sont les producteurs de la culture, c'est une erreur. Madame Michu, par ses comportements quotidiens, est productrice de la culture de l'entreprise dont parfois elle se plaint. C'est-à-dire qu'elle est productrice de ce qui la fait souffrir parfois, sans même s'en rendre compte. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler avec tous les niveaux de l'entreprise sur ces sujets-là, si on veut faire bouger les lignes. J'adore. Alors, j'avais encore 2 petites questions. Une première sur les nouvelles générations, parce que ça c'est une question qui revient tout le temps. Donc on a parlé d'envie, on a parlé de donner envie, on a parlé d'engager, et c'est vrai que beaucoup de managers font de leur mieux, mais se sentent souvent démunis face à des nouvelles générations qui viennent pour des durées courtes, sur qui on investit, puis qui s'en vont tout aussi vite, alors qu'on a peut-être, pour les générations suivantes, une culture de l'engagement différente, une culture de la réciprocité différente. Qu'est-ce que vous observez, et puis comment vous le gérez aussi avec vos équipes, parce que vous avez quand même des grosses équipes et qui, je crois, sont assez jeunes. Oui, j'ai des équipes qui sont très très Y, donc j'ai une majorité dans mes équipes. Alors Havas, c'est 3000 personnes en France. La structure dont je suis responsable, on est maintenant, ça grossit tout le temps, donc j'ai du mal à suivre. On est en train d'absorber encore une boîte, on doit être 700. Et donc, moi, ce que j'observe, je suis à la fois fasciné par cette jeune génération et parfois un petit peu irrité. Je prends un exemple réel, vécu. Une jeune fille dans mon équipe, brillante, vraiment une fille bien, avec de bonnes valeurs, comme j'aime. Donc je la promeus, je lui propose une promotion, je lui donne une prime, et après avoir fait tout ça, elle vient me voir 1 mois plus tard pour me dire qu'elle quitte l'entreprise. Donc là, en tant que manager, je dis, je comprends rien. Et je lui dis, mais pourquoi tu t'en vas alors même que tu vois bien que tu as un avenir dans cette entreprise ? Et elle m'a dit une chose elle m'a dit, parfois je m'ennuie. Parfois je m'ennuie. Donc il faut bien comprendre une première chose, c'est que cette génération est drivée par le plaisir. Nous étions dans la logique du devoir. Ils sont dans la logique du plaisir. C'est-à-dire, quand je m'emmerde, je m'en vais. Première chose. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps leur proposer des choses nouvelles, des challenges, sinon au bout d'un moment ils ont l'impression qu'ils s'ennuient et le plaisir s'en va. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, je pense que c'est une génération qui est beaucoup plus soucieuse du sens de ce qu'elle fait. Alors pas forcément un sens philosophique, mais une utilité. À quoi ça sert ce que je fais, ce que je fabrique, à qui ça sert et à quoi ça sert. Et donc quand on n'est pas dans une entreprise où quand on n'arrive pas à redonner le sens de ce qu'on fait, moi je dis souvent aux jeunes qui bossent avec moi, qui peuvent réinterroger le sens de notre action, parce que sans vouloir faire de la politique à 2 balles, mais quand on est une agence de communication qui fait notamment de la publicité, on sert parfois à vendre des choses inutiles à des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. Vous voyez, donc si je pose l'équation comme ça, je dis mon métier n'est pas très utile. Et puis, on peut aussi regarder son métier en disant non, on a aussi dans le métier qu'on fait quelque chose qui est de l'ordre de remettre la communication à sa vraie place. La communication, la première définition connue du mot communication, c'est l'art et la manière d'être et de faire des choses ensemble. Donc moi, quand je cause avec mes collaborateurs, j'essaye de leur redonner le sens du métier, de ce que l'on fait, parce que pour cette jeune génération, c'est essentiel. Donc le plaisir, le sens, et puis l'esprit de bande. Ils sont très esprit de bande, en fait. Ils ont besoin de se sentir dans une communauté. Et donc, il faut entretenir fortement ce sentiment de la communauté. Sinon, il y a un moment donné, il leur manque quelque chose. Alors après,
il faut aussi accepter que cette génération-là, elle s'en aille, qu'elle reste pas longtemps. On dit d'ailleurs que il y a trois grands mouvements. Le premier mouvement dont je fais partie, parce que moi j'ai presque 55 balais, donc je suis un X prime, moi je suis une espèce de mélange entre du X et du Y, où on était vraiment dans une logique où on passait peut-être pas sa vie dans une entreprise, mais allez, on faisait 2-3 entreprises dans notre carrière. Ensuite, il y a eu une génération qui a été plus dans une logique de tous les 5 ans, je change de boîte. Tous les 5, 6, 7 ans, je change de boîte. Et là, on est dans encore une nouvelle génération qui est non seulement une génération qui peut changer au bout d'un an, qui peut changer, mais mieux qui peut et qui cherche même à faire plusieurs métiers en même temps. Et donc, en termes de gestion, c'est pas quelque chose de très simple. Mais moi, j'ai un truc pour arriver à manager la génération Y. J'observe mes enfants. Ça m'aide beaucoup. Mais est-ce que vous pensez que c'est une question de génération ? Moi, je me la pose souvent parce que ce que vous racontez de votre collaboratrice, ça m'est arrivé. Mon premier job. Au bout de 3 ans, on m'a fait une super promo, une super prime. J'aurais dit que je partais. Parce qu'en fait, j'avais envie de faire autre chose. Je me suis dit, 3 ans dans une entreprise, c'est énorme. Je veux dire, je suis la génération presque comme vous. Et puis, c'est vrai que c'est pareil. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de faire plusieurs métiers. Donc, est-ce que c'est générationnel ou est-ce que cette génération l'exprime plus fort ? Déjà, vous avez attendu 3 ans. Je ne l'ai pas dit, mais la jeune fille en question, c'était au bout de 6 mois. Donc, mais alors, c'est la question que vous posez la bonne. C'est est-ce que c'est générationnel ou est-ce que c'est une question d'expression plus forte ? Moi, je pense qu'il se passe un truc qui s'est, avec le digital notamment, parce qu'en fait, le digital, ça modifie les usages. N'oublions pas, c'est pas de la techno, ça modifie fondamentalement les usages. On observe quelque chose, les sociologues avec lesquels je discute observent un phénomène qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qu'on n'a peut-être jamais vu, qui est le suivant. En fait, généralement, les jeunes s'opposent à la classe d'âge qui est celle de leurs parents, parce que c'est une manière de se construire. Donc, ils sont dans l'opposition. Puis ensuite, ils prennent les codes en les modifiant un petit peu, mais pas énormément, parce qu'ils deviennent à leur tour parents, adultes, etc. Mais ça se fait dans ce sens-là. Pour la première fois, on a un truc qui est assez extraordinaire, c'est que les générations plus anciennes adoptent les codes des jeunes générations. Et donc ont les comportements des générations, parce que en fait, derrière tout ça, il y a des notions qui sont des notions qui donnent envie. La liberté, le plaisir, c'est des choses que finalement tout être humain, auquel tout être humain aspire et que tout être humain a envie d'expérimenter. Sauf que quand on est dans un système où on ne s'autorise pas à, la logique du devoir prend le pas. Et puis quand on voit autour de nous des jeunes générations qui, eux, s'autorisaient, on se dit, mais attendez, mais pourquoi moi je ne ferais pas comme eux ? Et donc, on a une inversion dans le rapport de génération. C'est la génération des X aujourd'hui qui prend les comportements des Y parce qu'elle exprime en fait des valeurs qui sont assez universelles et auxquelles on aspire tous, comme le plaisir, la liberté, entre autres. Très bonne analyse. Et c'est vrai que moi, j'adore bosser avec des plus jeunes pour ça. Dernière question. Comment vous voyez évoluer l'entreprise demain, d'une manière générale ? C'est un sujet, c'est une question difficile. Je suis pas prospectiviste, mais encore que je me suis essayé à l'exercice dans mon dernier bouquin où il y a tout un paragraphe, une conclusion là-dessus. Moi, je suis convaincu d'une chose, en tout cas, c'est que l'entreprise, comme elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire comme un espace de normes, de contraintes, pour arriver à fonctionner, pense-t-on, elle ne pourra pas durer très très longtemps. Parce qu'en fait, on est dans un système où les dirigeants pensent que il faut qu'ils dirigent, et que diriger, ça consiste notamment à cadrer, à contrôler, à organiser. Et ce faisant, on tue l'initiative, on tue la liberté. Dans mon dernier livre, il y a tout un passage qui s'appelle Au nom de l'innovation, désobéissons. Je pense que le lâcher-prise doit être de mise. Donc je crois beaucoup à ce qui se fait dans un certain nombre de boîtes, par exemple chez Orange avec lesquelles je bosse, où on fait des expérimentations d'équipes sans manager. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader, parce qu'on est un animal à l'instinct grégaire. L'animal à l'instinct grégaire, comme le loup, il a besoin d'un chef, d'une bande, d'un territoire. Et ça changera jamais. Mais pourquoi en faire un statut ?
Donc, dans ces expérimentations-là, le leader, c'est un membre de l'équipe et ça tourne en fonction de la compétence, en fonction du sujet qu'on traite. Et ça, c'est une forme de lâcher-prise ou de désorganisation, en fait. Donc moi, je crois beaucoup que les entreprises seront beaucoup plus sur des modèles biologiques, sur des modèles très fluides dans les organisations, et ça peut marcher à la condition qu'on fasse confiance aux gens, qu'on s'appuie sur leur sens des responsabilités. Alors ça, c'est vrai dans les entreprises de services, beaucoup, où les jeunes ont un niveau d'éducation qui leur permet. C'est parfois un peu plus difficile dans les entreprises de production, où il faut quand même organiser la production. Mais même là, par exemple, les équipes autonomes, ça a été inventé par les Japonais dans l'industrie automobile. Il y a tout juste, ça va me faire prendre un coup de vieux, 30 ans ou 40 ans. L'équipe autonome, c'est la même chose. C'est la liberté d'action donnée aux opérateurs pour organiser leur travail. Donc, je pense que s'il n'y a pas de lâcher prise, l'entreprise, telle qu'elle existe aujourd'hui, va avoir quelques difficultés. Et on voit bien la grande différence aujourd'hui entre des grosses entreprises très structurées qui sont confrontées à des entreprises un peu plus petites et très agiles dans leur mode de fonctionnement et donc qui sont beaucoup plus time to market, beaucoup plus innovantes, beaucoup plus agiles dans leur capacité à changer de stratégie quand il le faut, parce qu'elles n'ont pas ces rigidités qui sont des rigidités qui sont aussi dans les esprits, parallèlement à des boîtes qui sont très organisées, donc qui sont capables d'être puissantes. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le mouvement qui fait la force et pas la puissance. D'où l'importance de la culture pour avancer en sécurité aussi. L'importance de la culture. Merci Olivier d'avoir pris ce temps de partage. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je suis toujours très reconnaissante envers ces dirigeants et experts qui m'offrent un peu de leur temps précieux. C'est toujours un moment riche et rare. Je vous suis aussi très reconnaissante à vous de prendre le temps de les écouter, de réagir aussi et de partager. Et d'ailleurs, ça vous a plu ? Pensez à laisser des commentaires sur iTunes ou LinkedIn, vos feedbacks me seront très utiles. Et si le cœur vous en dit, quelques étoiles sur iTunes, 5 seront très appréciées, me permettront de continuer à faire connaître ce podcast et valoriser ses pratiques innovantes.